99% de la matière visible dans l'univers se présente dans un état tout à fait particulier. Pour la physique, cet état fut longtemps un mystère. Évidemment, les scientifiques voulaient comprendre. Ils espéraient ainsi trouver la clé d'une source d'énergie quasi inépuisable. Capter l'énergie cosmique des étoiles, la force de notre Soleil, et les amener sur Terre. Notre Soleil brille depuis 4,6 milliards d'années, véritable boule incandescente d'hydrogène et d'hélium. Le réacteur de cet astre se trouve en son cœur. Ici, règnent des températures d'environ 15 millions de degrés. Les atomes d'hydrogène se composent de noyaux et d'électrons. Un état de la matière appelé plasma. Les noyaux d'hydrogène fusionnent, donnant des noyaux d'hélium et une énorme énergie. Mais à 15 millions de degrés, les particules ne sont pas assez rapides. Elles ont trop peu d'énergie pour pouvoir fusionner en quantité suffisante. C'est exact. Mais au cœur du Soleil règne une pression inimaginable. C'est elle qui rend possible les réactions de fusion. Oui, mais il est impossible de créer une telle pression ici sur Terre. Encore exact. C'est pourquoi les chercheurs ont dû utiliser une réaction un peu différente et surtout créer des températures de fusion bien supérieures. Plus de 100 millions de degrés. Or, chauffer le plasma n'était pas le principal problème. Le plus difficile était de maintenir la température du plasma dans la chambre de fusion. Car dès que le plasma entre en contact avec la paroi de la chambre, il se refroidit immédiatement. Les chercheurs ont donc dû faire flotter du plasma à 100 millions de degrés dans la chambre de combustion sans qu'il ne touche ses parois. Un jeu d'enfant. Vous riez, hein? Mais c'est exactement ce qu'ils ont dû essayer. Et en utilisant une force que vous connaissez bien. Le magnétisme. Oui. Le plasma se compose de noyaux atomiques à charge positive et d'électrons à charge négative. Il peut donc subir l'influence de champs électriques et magnétiques. Tout comme ce crayon. On peut même l'enfermer dans un piège magnétique. De telle sorte qu'il ne touche pas la paroi de la chambre de fusion. Et se pourrait-il qu'un plasma, théoriquement, prenne une forme quelconque pourvu que l'on crée le champ magnétique nécessaire? Non, négatif. Les particules ne doivent pas s'échapper au pôle du champ magnétique. Et cela ne réussit qu'avec des plasmas annulaires. D'autre part, la forme des champs magnétiques doit leur permettre d'isoler au mieux la chaleur du plasma. Pour y arriver, une bonne compréhension du plasma était indispensable. Plus de 50 années de travail. Depuis la fin des années 1940, des scientifiques de nombreux pays ont tenté de comprendre les propriétés du plasma. Mais les résultats positifs étaient rares. Il fallut attendre la fin des années 60 pour que des savants russes annoncent d'étonnants succès dus à leur fameux tokamak. Une véritable fièvre s'empara du monde. Mais 10 ans plus tard, on n'en était toujours qu'au facteur 25 000 en deçà des performances exigées par un réacteur à fusion. C'est alors qu'en Grande-Bretagne fut lancé JET, le grand projet commun européen. En 1997, les chercheurs y obtinrent des résultats qui n'étaient plus qu'à un facteur 6 des conditions d'ignition d'un plasma. Jamais encore le grand feu solaire n'avait été aussi proche. Au début du XXIe siècle, on ne savait toujours pas si un réacteur à fusion était possible. Mais l'augmentation constante du prix du pétrole et du gaz risquait de déclencher des crises et aussi des guerres. De plus, il était clair que notre climat souffrait déjà assez des gaz à effet de serre. Il fallait donc de nouvelles sources d'énergie. Absolument. Pour la fusion, tout dépendait à présent d'un projet, qui avait été surtout rendu possible par la recherche européenne, le projet international ITER.
En 2007, a commencé en France, à Cadarache, la construction du plus gros complexe expérimental de l'histoire de la fusion nucléaire. Hormis l'Europe, la Russie, le Japon et les États-Unis, participent également à ce projet la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Le réacteur d'essai devait montrer qu'il était scientifiquement et techniquement possible d'obtenir de l'énergie par fusion. Avec ITER, fut inaugurées les technologies essentielles en matière de fusion. 800 mètres cubes de plasma en fusion doivent produire 500 mégawatts. Environ 10 fois la puissance nécessaire pour chauffer le plasma. Mais ce que je ne comprends pas encore, c'est comment on extrait l'énergie pendant la combustion du plasma dans une centrale. Disons, comment l'énergie libérée se transforme-t-elle en électricité? Les matières premières nécessaires à la fusion existent sur Terre en quantité pratiquement illimitée. De plus, 1 gramme de combustible renferme l'énergie de combustion de 11 tonnes de charbon. Le processus de fusion des 2 isotopes d'hydrogène, deutérium et tritium, donne naissance à un noyau d'hélium et un neutron. 80% de l'énergie se trouve dans les neutrons. Ils ne sont pas chargés et s'échappent donc rapidement du piège à miroir magnétique. Ils sont freinés par des parties de la paroi, donnant de l'énergie calorifique, laquelle peut à son tour être transformée en énergie électrique, exactement comme dans une centrale au charbon. L'énergie de 11 000 kg de charbon dans 1 gramme de combustible? Ça a l'air assez incroyable. Mais le plasma est très mince. 1 gramme de combustible occupe les 1000 mètres cubes d'une chambre de combustion. Par ailleurs, le plasma ne peut être maintenu que grâce à des paramètres parfaitement adaptés. La moindre perturbation coupe la réaction de fusion. Un emballement est donc impossible. Ok, passons à un dernier test. Vous avez exactement 30 minutes pour trouver la fin de l'histoire. Je veux un dossier très complet. Que doit-on à ITER? Quand sont nés les premiers réacteurs à fusion? Et combien d'énergie de fusion consommons-nous chaque année en Europe? Dans la prochaine unité de physique, nous parlerons des possibilités liées à la téléportation.